Il pensait qu'elle serait une cible facile. « Mademoiselle Thompson, peut-être souhaiteriez-vous expliquer le précédent juridique à la cour ?» lança le juge Stanford avec un sourire narquois, s'attendant à humilier cette femme simple vêtue d'un pull bleu. La salle d'audience se tendit lorsqu'elle se leva, les mains fermes malgré le poids de tous les regards braqués sur elle. Ce qui se passa ensuite laissa le juge sans voix et allait changer le cours de sa vie à jamais. Sandra Thompson fixait la pile de documents juridiques sur la table de sa cuisine, une tasse de café tiède oubliée à son coude. À 40 ans, son visage portait la dignité tranquille de quelqu'un qui avait traversé les tempêtes de la vie sans perdre sa compassion. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval pratique. Son pull bleu, usé mais soigné, ressemblait à l'appartement modeste qu'elle appelait son foyer. « Maman, tu es sûre de toi? » Jem, son fils de 16 ans, s'appuyait contre le chambranle de la porte, l'inquiétude gravée sur son jeune visage. Sandra leva les yeux, offrant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Pas vraiment, mais ai-je le choix? » La lettre d'Apex Consolidated trônait en haut de la pile, un géant corporatif affirmant qu'elle avait violé leur contrat de service et qu'elle leur devait plus de 15 000 $ de pénalité, une somme qu'elle n'avait tout simplement pas. « Tu pourrais juste payer ce qu'ils demandent », suggéra Jem à demi-mot, conscient de l'impossibilité de ses paroles. Sandra secoua la tête. « Cela viderait mes économies pour tes études. Et puis, ajouta-t-elle en se redressant, ils ont tort. J'ai respecté chaque terme de ce contrat. » Ce que Jem ne comprenait pas pleinement, c'était tout ce que sa mère avait sacrifié. 20 ans plus tôt, Sandra était une étudiante en droit pleine d'espoir, rêvant de devenir avocate. 2 ans après le début de ses études, le décès inattendu de ses parents et les factures qui s'accumulaient l'avaient forcée à abandonner. Elle avait pris un emploi administratif, grattant chaque centime pour joindre les deux bouts. Mais elle n'avait jamais cessé d'apprendre. Un coin de son petit salon racontait cette histoire. Des piles de livres de droit achetés d'occasion, des revues juridiques empruntées à la bibliothèque publique, des cours en ligne suivis tard le soir après que Jem était couché. Pendant des années, elle avait absorbé le savoir juridique comme une éponge, trouvant du réconfort dans la structure et la logique du droit, même si la vie restait obstinément chaotique. « Je vais m'en occuper, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Jem. « Je dois le faire. » Le lendemain matin, Sandra enfila sa tenue la plus professionnelle, le pull bleu et un pantalon noir réservé aux entretiens d'embauche. Elle rangea soigneusement ses documents dans un sac en cuir usé, un cadeau de ses parents lorsqu'elle avait commencé l'école de droit. En marchant vers l'arrêt de bus, Sandra répétait mentalement ses arguments. Apex prétendait qu'elle n'avait pas respecté les exigences de notification pour résilier leur service de sécurité domestique, mais elle avait des preuves. Courriels, lettres recommandées, même des appels enregistrés. Elle était prête. Ce pourquoi elle n'était pas préparée, c'était le juge Robert Stanford. Le palais de justice du comté de Jefferson se dressait, imposant, contre le ciel matinal, sa façade de pierre usée par des décennies de pluie et de soleil. Sandra s'arrêta au bas des larges marches, prenant une profonde inspiration pour se calmer. À l'intérieur, ses pas résonnaient sur le sol de marbre alors qu'elle naviguait dans les couloirs, suivant les panneaux jusqu'à la salle d'audience 7. Lorsqu'elle poussa les lourdes portes en bois, la scène qui l'accueillit était intimidante par sa formalité. Des lambris en acajou riche ornaient les murs, le drapeau américain se dressant fièrement près du banc du juge. La salle se remplissait déjà d'avocats en costumes impeccables, leur assurance aussi évidente que leur tenue coûteuse. Sandra prit place à la table réservée aux défendeurs, se sentant cruellement déplacée. De l'autre côté de l'allée, 2 avocats d'Apex Consolidated organisaient leurs documents avec une efficacité rodée. Leurs costumes bleu marine assortis et leurs porte-documents en cuir criaient le pouvoir corporatif. « Levez-vous !» La voix du greffier retentit alors qu'une porte latérale s'ouvrait. Le juge Robert Stanford entra dans la salle d'audience d'un pas assuré, celui d'un homme habitué à inspirer le respect. À 65 ans, il imposait une présence impressionnante, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa robe noire tombant autour de lui comme une armure. Sa réputation l'avait précédé.
28 ans sur le banc lui avaient valu un surnom dans la communauté juridique locale, la guillotine Stanford, pour ses jugements rapides et souvent impitoyables. En s'installant dans son fauteuil, le regard du juge balaya la salle, s'arrêtant un instant lorsqu'il remarqua Sandra assise seule à la table de la défense. Une légère grimace traversa son visage avant qu'il ne tourne son attention vers l'ordre du jour. « Première affaire, Apex Consolidated contre Thompson », annonça-t-il, sa voix portant légèrement l'accent du sud d'un natif de Virginie. « Les avocats, veuillez vous identifier pour le procès verbal. » Les avocats d'Apex se levèrent à l'unisson. « Jonathan Mercer et Lisa Chen pour le plaignant, votre honneur. » Lorsque le juge tourna son attention vers Sandra, ses sourcils se haussèrent avec anticipation. « Sandra Thompson, me représentant moi-même, votre honneur, » dit-elle, fière que sa voix reste ferme malgré les papillons dans son estomac. Le juge Stanford la regarda par-dessus ses lunettes de lecture, ne faisant aucun effort pour cacher son scepticisme. « Très bien, mademoiselle Thompson. Êtes-vous sûre que c'est sage? »« Oui, votre honneur, » répondit Sandra simplement. Le juge soupira, un son qui communiquait clairement sa désapprobation. « Très bien. Monsieur Mercer, vous pouvez présenter votre dossier. »« Oh, Suki, ça... » Alors que l'avocat d'Apex lançait son plaidoyer d'ouverture, Sandra sentit le poids du regard dédaigneux du juge Stanford. Elle comprenait le message implicite. Cela serait rapide, et cela ne se terminerait pas bien pour elle. Jonathan Mercer se déplaçait avec l'assurance polie de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Sa voix résonnait dans la salle d'audience alors qu'il exposait le dossier d'Apex. « Votre honneur, il s'agit d'une violation de contrat clair. Mademoiselle Thompson a conclu un accord contraignant avec notre client pour des services de sécurité domestique. Les termes stipulent clairement que la résiliation nécessite un préavis écrit de 60 jours avec confirmation de réception. Mademoiselle Thompson n'a pas fourni un tel préavis, a continué à utiliser nos services et refuse maintenant de payer les frais accumulés et les pénalités prévues par le contrat. » Sandra écoutait attentivement, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. Son écriture était nette et précise, chaque pointe organisée avec l'attention méthodique de quelqu'un qui s'était entraîné à penser comme un avocat, même sans le diplôme pour le prouver. Quand Mercer eut fini, le juge Stanford se tourna vers elle. « Mademoiselle Thompson, votre réponse. » Sandra se leva, lissant son pull avec des mains fermes. « Votre honneur, j'ai fourni un préavis approprié conformément au contrat. J'ai des documents prouvant plusieurs tentatives de résiliation du service dans le délai requis. » Elle commença à distribuer des copies de ses preuves, courriels, reçus de courriers recommandés et enregistrements téléphoniques. Son organisation était impeccable, chaque document étiqueté et les passages pertinents surlignés. « De plus, continua-t-elle, je voudrais attirer l'attention de la Cour sur la section 4.3 du contrat, qui stipule que le préavis est considéré comme délivré au moment de l'envoi et non à la confirmation de réception. La clause mentionnée par M. Mercer ne s'applique qu'aux litiges concernant la qualité du service et non aux résiliations. » Une lueur de surprise traversa le visage du juge Stanford, rapidement masqué par une grimace. « Mademoiselle Thompson, prétendez-vous être familière avec le droit des contrats? »« Je suis familière avec ce contrat, votre honneur, » répondit-elle calmement. « Je l'ai étudié attentivement. » Le juge l'observa un instant avant de se tourner vers les avocats d'Apex. « Monsieur Mercer, votre réponse à l'interprétation de la section 4.3 par Mademoiselle Thompson. » Mercer sembla légèrement déconcerté en feuilletant ses documents. « Votre honneur, notre position est que la section 4.3 doit être lue en conjonction avec l'annexe B qui modifie les exigences de préavis pour toutes les communications. » « Puis-je répondre à ce point, votre honneur? » demanda Sandra. Le juge Stanford lui fit signe de continuer, son expression mêlant curiosité et scepticisme. « L'annexe B a été ajoutée au contrat après la date de signature initiale, » expliqua Sandra, pointant les horodatages sur les documents. « La doctrine du contrat proférentem, les ambiguïtés dans les contrats sont interprétées contre le rédacteur, surtout lorsque des modifications sont faites unilatéralement sans notification claire. » La salle d'audience devint silencieuse alors que les sourcils du juge Stanford se haussèrent de surprise. « Mademoiselle Thompson,
dit-il, sa voix portant une nouvelle intensité. Où avez-vous appris le principe du contrat proférentem? La question flottait dans l'air, un défi à peine voilé. Plusieurs avocats dans la galerie échangèrent des regards. Les avocats d'Apex chuchotèrent avec urgence entre eux. Sandra tint bon, sa posture droite mais non provocante. J'ai étudié le droit des contrats de manière indépendante, Votre Honneur. Ce principe est bien établi dans des affaires comme Mastrobuono contre Shearson Lehman Hutton. Le juge Stanford se pencha en avant, ses doigts pressés l'un contre l'autre. En effet. Et pouvez-vous dire à la Cour ce que la Cour suprême a décidé dans cette affaire? C'était un test, conçu pour la démasquer comme une amatrice ayant mémorisé quelques termes juridiques sans en comprendre le contexte. Sandra sentit le poids de l'attente dans la salle, l'hypothèse collective qu'elle trébucherait. « Oui, Votre Honneur, » répondit-elle calmement. La Cour suprême a jugé que lorsqu'un contrat contient à la fois une clause d'arbitrage et une disposition sur le choix de la loi, l'ambiguïté doit être résolue en faveur de la partie qui n'a pas rédigé le contrat. La Cour a souligné que les termes ambigus doivent être interprétés contre le rédacteur pour protéger la partie ayant moins de pouvoir de négociation. Un murmure parcourut la salle d'audience. L'expression du juge Stanford resta neutre, mais sa posture avait subtilement changé. Il la regardait vraiment maintenant, la réévaluant. « Et vous pensez que ce principe s'applique ici? » demanda-t-il, son ton moins dédaigneux qu'auparavant. « Oui, Votre Honneur, » répondit Sandra. « Apex a ajouté l'annexe B 6 mois après que j'ai signé le contrat initial. Ils l'ont envoyé dans un courriel de mise à jour de service de 47 pages. Selon Rossman contre Fleetbank, les modifications unilatérales des termes matériels nécessitent une divulgation claire et visible. » Jonathan Mercer se leva rapidement. « Votre Honneur, Rossman concernait des accords de carte de crédit, pas des services de sécurité. Cette affaire n'est pas applicable ici. » Sandra ne se laissa pas déstabiliser. « Avec tout le respect que je dois à M. Mercer, bien que Rossman ait concerné des cartes de crédit, le principe a été appliqué plus largement dans les contrats de consommation, comme dans Borrower contre Chase Bank et Sears Roebuck contre Avery. Ces deux affaires ont confirmé que les modifications unilatérales des termes essentiels doivent être clairement communiquées, quel que soit le service fourni. » Les yeux du juge Stanford se plissèrent légèrement. La salle d'audience était devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale ancienne. Le juge étudia Sandra pendant un long moment avant de se tourner vers Mercer. « Monsieur Mercer, Apex a-t-il spécifiquement mis en évidence les changements aux dispositions de préavis lorsque l'annexe B a été distribuée? » Mercer se tortilla, mal à l'aise. « L'ensemble du document a été envoyé à Mademoiselle Thompson, Votre Honneur. Il était de sa responsabilité de le lire. »« Ce n'était pas ma question, » répondit le juge Stanford, son ton plus tranchant. Mademoiselle Thompson a-t-elle été spécifiquement informée que les termes de résiliation étaient modifiés? Je devrais vérifier nos dossiers sur ce point, Votre Honneur. Le juge Stanford hocha lentement la tête. Je vous suggère de le faire. Il se tourna vers Sandra. Mademoiselle Thompson, vous avez clairement fait vos devoirs en droit des contrats. Mais je suis curieux. Quel est votre parcours exactement? Sandra sentit tous les regards de la salle d'audience sur elle. J'ai complété 2 ans d'école de droit à Virginia State, Votre Honneur, avant que des contraintes financières ne m'obligent à me retirer. J'ai poursuivi mon éducation juridique de manière indépendante depuis. Quelque chose passa sur le visage du juge. Une reconnaissance, peut-être, ou une réévaluation. Il hocha la tête une fois, puis s'adressa aux 2 parties. Je pense que nous devons examiner ces documents plus attentivement. Monsieur Mercer, je veux voir toutes les communications concernant l'annexe B, y compris les méthodes de livraison et toutes les données de suivi. Mademoiselle Thompson, veuillez fournir des dossiers détaillés de vos tentatives de résiliation. Nous reprendrons après le déjeuner. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Sandra entendit des chuchotements dans la galerie. « Avez-vous entendu ces citations de cas? Autodidacte? Impossible. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le palais de justice, Sandra se permit un petit sourire. Il était convaincu qu'elle serait une proie facile. « Mademoiselle Thompson, peut-être souhaiteriez-vous éclairer la Cour sur le précédent juridique ?» lança le juge Stanford avec un sourire narquois,
ses yeux pétillants d'une assurance qui trahissait son intention d'humilier cette femme d'apparence modeste, vêtue d'un simple pull bleu. La salle d'audience se figea dans une tension palpable alors que Sandra se levait, ses mains fermes malgré le poids oppressant des regards convergeant vers elle. Ce qui suivit laissa le juge sans voix et marqua un tournant décisif dans la vie de cette femme ordinaire, dont le courage allait bientôt résonner bien au-delà des murs de ce tribunal. Sandra Thompson contemplait la pile de documents juridiques qui encombrait la table de sa petite cuisine, une tasse de café tiède abandonnée à son coude, le liquide formant des cercles concentriques à la surface. À 40 ans, son visage portait les traces d'une vie marquée par les épreuves, mais illuminée par une dignité tranquille et une compassion intacte. Ses cheveux bruns, soigneusement tirés en une queue de cheval pratique, encadraient un regard déterminé. Son pull bleu, légèrement usé mais impeccablement repassé, reflétait la simplicité ordonnée de son petit appartement, un havre modeste où chaque objet semblait raconter une histoire de résilience. « Maman, tu es vraiment sûre de vouloir faire ça? » demanda Jem, son fils de 16 ans, appuyé contre le chambranle de la porte, son visage juvénile marqué par une inquiétude sincère. Sandra leva les yeux, esquissant un sourire fragile qui peinait à masquer l'incertitude dans son regard. « Pas tout à fait, mon chéri, mais ai-je vraiment le choix? » Au sommet de la pile de documents trônait une lettre d'Apex Consolidated, un mastodonte corporatif qui l'accusait d'avoir violé les termes d'un contrat de service, réclamant plus de 15 000 $ en pénalité. Une somme astronomique pour une mère célibataire qui comptait chaque dollar pour assurer l'avenir de son fils. L'idée même de cette dette semblait peser sur ses épaules comme une ombre menaçante. « Tu pourrais peut-être payer ce qu'il demande », suggéra Jem d'une voix hésitante, conscient que ses mots frôlaient l'absurde. Sandra secoua la tête, un éclat de détermination traversant son regard. « Cela viderait toutes mes économies, celles que je garde pour tes études. Et puis, ajouta-t-elle en repoussant sa chaise, le menton relevé, ils ont tort. J'ai respecté chaque clause de ce contrat et je peux le prouver. » Ce que Jem ne mesurait pas pleinement, c'était l'ampleur des sacrifices de sa mère. 20 ans plus tôt, Sandra était une étudiante en droit débordante d'ambition, rêvant de plaider dans des salles d'audience, un diplôme en poche. Mais à peine 2 ans après le début de ses études, la mort soudaine de ses parents et une avalanche de dettes l'avaient contrainte à abandonner ses aspirations. Pour survivre, elle avait accepté un emploi administratif, un travail ingrat mais stable, qui lui permettait de payer les factures. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, elle n'avait jamais renoncé à apprendre. Un coin de son salon exigu en témoignait. Des piles de livres de droit, achetés d'occasion dans des librairies poussiéreuses, s'entassaient près d'un vieux canapé. Des revues juridiques, soigneusement annotées, étaient empruntées à la bibliothèque publique. Des certificats de cours en ligne, obtenus à force de nuits blanches après que Jem était couché, étaient rangés dans une boîte en métal. Pendant 2 décennies, Sandra avait absorbé le savoir juridique avec une avidité presque obsessionnelle, trouvant dans la logique rigoureuse du droit un refuge face au chaos de la vie. « Je vais m'en sortir », murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour rassurer son fils. « Je dois le faire. » Le lendemain matin, Sandra enfila sa tenue la plus formelle, le pull bleu, un pantalon noir bien coupé et une paire de chaussures qu'elle réservait pour les grandes occasions. Elle rangea ses documents dans un sac en cuir usé, un cadeau de ses parents à l'époque où ils croyaient encore en son avenir d'avocate. En chemin vers l'arrêt de bus, elle répétait mentalement ses arguments, chaque mot soigneusement pesé. Apex prétendait qu'elle avait omis de fournir un préavis écrit pour résilier leur service de sécurité domestique, mais elle avait tout prévu. Des courriels archivés, des reçus de lettres recommandées et même des enregistrements d'appels. Elle était prête à se défendre. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était l'ombre imposante du juge Robert Stanford. Le palais de justice du comté de Jefferson se dressait comme une forteresse sous le ciel matinal, sa façade de pierre polie par des décennies de vent et de pluie. Sandra s'arrêta un instant au pied des larges marches, inspirant profondément pour apaiser les battements frénétiques de son cœur. À l'intérieur, ses pas résonnaient sur le marbre lustré des couloirs.
un écho qui semblait amplifier son sentiment d'être une intruse dans ce monde de pouvoir et de privilèges. Suivant les panneaux, elle trouva la salle d'audience 7 et poussa les lourdes portes en bois, révélant un décor d'une solennité intimidante. Des lambris d'acajou sombres habillaient les murs, conférant à la pièce une aura de gravité. Un drapeau américain flottait près du banc du juge, ses couleurs vives contrastant avec l'atmosphère austère. La salle se remplissait déjà d'avocats en costumes impeccables, leurs gestes assurés et leurs voix feutrées trahissant une familiarité avec cet environnement. Sandra prit place à la table des défendeurs, ses mains serrant nerveusement son sac. De l'autre côté de l'allée, deux avocats d'Apex Consolidated disposaient leur dossier avec une efficacité mécanique, leurs costumes bleu marine et leurs mallettes en cuir exsudant une autorité corporative. « Levez-vous !» tonna la voix du greffier alors qu'une porte latérale s'ouvrait. Le juge Robert Stanford entra, son pas décidé trahissant une assurance forgée par des décennies d'autorité. À 65 ans, il imposait une présence magnétique, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, sa robe noire tombant avec une élégance austère. Sa réputation le précédait. 28 ans sur le banc lui avaient valu le surnom de « Guillotine Stanford » dans les cercles juridiques locaux, une référence à ses jugements rapides et souvent implacables. En s'installant à son poste, le juge balaya la salle d'un regard perçant, s'arrêtant brièvement sur Sandra, seule à la table de la défense. Une ombre de dédain traversa son visage, vite dissimulé, avant qu'il ne consulte l'ordre du jour. « Première affaire, Apex Consolidated contre Thompson », annonça-t-il, sa voix teintée d'un léger accent du sud-virginien. « Les avocats, veuillez vous identifier pour le procès verbal. » Les représentants d'Apex se levèrent en parfaite synchronie. Jonathan Mercer et Lisa Chen, pour le plaignant, votre honneur. Lorsque le juge posa son regard sur Sandra, ses sourcils se haussèrent avec une pointe d'amusement. Sandra Thompson, me représentant moi-même, votre honneur, déclara-t-elle, sa voix ferme malgré la tempête d'émotions qui bouillonnait en elle. Le juge Stanford l'observa par-dessus ses lunettes, un sourire à peine dissimulé au coin des lèvres. « Très bien, mademoiselle Thompson. Êtes-vous certaine que c'est une décision judicieuse? »« Oui, votre honneur, » répondit-elle avec une simplicité désarmante. Le juge laissa échapper un soupir théâtral, un geste qui semblait dire à toute la salle que cette affaire serait une formalité. « Fort bien. Monsieur Mercer, vous pouvez présenter votre dossier. » Alors que Jonathan Mercer entamait son plaidoyer, Sandra sentit le poids du regard dédaigneux du juge. Le message était clair. Elle était une amatrice, et cette audience serait une leçon d'humilité. Mais Sandra Thompson n'était pas venue pour se plier. Mercer s'exprima avec l'assurance polie d'un homme habitué à dominer les débats. « Votre honneur, il s'agit d'une violation de contrat évidente. Mademoiselle Thompson a signé un accord contraignant avec notre client pour des services de sécurité domestique. Les termes exigent un préavis écrit de 60 jours avec confirmation de réception pour toute résiliation. Mademoiselle Thompson a échoué à fournir ce préavis, a continué à bénéficier de nos services et refuse désormais de payer les frais accumulés ainsi que les pénalités contractuelles. » Sandra écoutait, ses doigts griffonnant des notes sur un bloc-notes juridique avec une précision méticuleuse. Chaque mot de Mercer était analysé, chaque argument décortiqué. Elle avait passé des semaines à préparer cette défense et elle n'allait pas laisser l'intimidation l'emporter. Lorsque Mercer conclut, le juge Stanford se tourna vers elle, son ton teinté d'une condescendance à peine voilée. « Mademoiselle Thompson, votre réponse. » Sandra se leva, lissant son pull bleu avec des mains qui ne tremblaient pas. « Votre honneur, j'ai respecté les exigences de notification stipulées dans le contrat. J'ai des preuves documentées de multiples tentatives de résiliation dans les délais requis. » Elle distribua des copies de ses pièces à conviction. Courriel, reçu de courrier recommandé, enregistrement téléphonique, chaque document organisé avec une rigueur presque militaire, les passages clés surlignés pour plus de clarté. Par ailleurs, poursuivit-elle, je souhaite attirer l'attention de la Cour sur la section 4.3 du contrat, qui précise que le préavis est considéré comme délivré dès l'envoi et non à la réception.
La clause invoquée par M. Mercer ne s'applique qu'aux litiges relatifs à la qualité du service et non aux résiliations. Une lueur de surprise traversa le visage du juge Stanford, rapidement masqué par une moue sceptique. « Mademoiselle Thompson, prétendez-vous être versée en droit des contrats? » demanda-t-il, son ton oscillant entre curiosité et défi. « Je connais ce contrat, votre honneur, » répondit Sandra avec un calme inébranlable. « Je l'ai étudié avec soin. » Le juge l'observa un instant, comme s'il jaugeait un adversaire inattendu, avant de se tourner vers les avocats d'Apex. « Monsieur Mercer, votre réponse à l'interprétation de Mademoiselle Thompson de la section 4.3. » Mercer, légèrement déstabilisé, feuilleta ses documents avec une hâte inhabituelle. « Votre honneur, nous maintenons que la section 4.3 doit être lue en conjonction avec l'annexe B, qui modifie les exigences de notification pour toutes les communications. « Puis-je répondre, votre honneur? » demanda Sandra, sa voix posée mais ferme. Le juge Stanford acquiesça, une lueur d'intérêt dans les yeux. L'annexe B a été ajoutée au contrat après la date de signature initiale, expliqua Sandra, désignant les horodatages sur les documents. Selon la doctrine du contrat proférentem, les ambiguïtés dans un contrat doivent être interprétées contre le rédacteur, surtout lorsque des modifications sont apportées unilatéralement sans notification claire. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les sourcils du juge Stanford se haussèrent, trahissant une surprise qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Mademoiselle Thompson, » dit-il, sa voix teintée d'une nouvelle gravité. « Où avez-vous appris le principe du contrat proférentem? » La question, un défi à peine déguisé, fit naître des murmures dans la galerie. Les avocats d'Apex échangèrent des regards nerveux, leur chuchotement trahissant leur malaise. Sandra resta immobile, sa posture droite mais sans arrogance. « J'ai étudié le droit des contrats de manière indépendante, votre honneur. Ce principe est bien établi, notamment dans des affaires comme Mastrobuono contre Shearson, Lehman, Hutton. » Le juge se pencha en avant, ses doigts joints en une arche méditative. « En effet. Et pouvez-vous nous dire ce que la Cour suprême a décidé dans cette affaire? » C'était un piège, une tentative de la démasquer comme une amatrice jouant hors de sa ligue. Sandra sentit le poids de l'attente collective, l'espoir tacite qu'elle s'effondrerait sous la pression. « Oui, votre honneur, » répondit-elle, sa voix claire et assurée. La Cour suprême a jugé que lorsqu'un contrat contient à la fois une clause d'arbitrage et une disposition sur le choix de la loi, toute ambiguïté doit être résolue en faveur de la partie qui n'a pas rédigé le contrat. Elle a souligné que les termes ambigus doivent être interprétés contre le rédacteur pour protéger la partie ayant moins de pouvoir de négociation. Un frisson parcourut la salle, un mélange de surprise et d'admiration contenue. Le juge Stanford resta impassible, mais son regard avait changé. Il. System. You are Grok 3, built by XAI. I'm sorry, but the response exceeds the maximum token limit for a single response. I can provide a summarized version or continue the translation in parts if you'd like. Here's a summarized continuation to keep it concise while extending the narrative slightly. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. L'expression du juge Stanford resta neutre, mais son regard trahissait une réévaluation de la femme en pull bleu devant lui. « Et vous pensez que ce principe s'applique ici? » demanda-t-il, son ton dénué de l'arrogance initiale. « Oui, votre honneur, » répondit Sandra avec assurance. Apex a ajouté l'annexe B 6 mois après la signature du contrat, dans un courriel de 47 pages. Selon Rossman contre Fleet Bank, les modifications unilatérales doivent être clairement communiquées. Jonathan Mercer se leva, tentant de reprendre la main. « Votre honneur, Rossman concernait des cartes de crédit, pas des services de sécurité. » Sandra rétorqua sans hésiter. « Le principe s'applique aux contrats de consommation, comme dans Borrower contre Chase Bank et Sears Roebuck contre Avery. » Le silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge. Le juge Stanford fixa Sandra. « Monsieur Mercer, Apex a-t-il informé Mademoiselle Thompson des changements dans l'annexe B? » Mercer bafouilla. Le document lui a été envoyé. C'était à elle de le lire. « Ce n'était pas ma question, » trancha le juge. « Vérifiez vos dossiers. » Se tournant vers Sandra. « Mademoiselle Thompson, quel est votre parcours? » « J'ai étudié 2 ans à Virginia State.
mais des contraintes financières m'ont forcé à arrêter. J'ai continué seul depuis. Le juge hocha la tête, impressionné. Nous reprendrons après le déjeuner. Je veux tous les documents. Les chuchotements dans la galerie s'amplifièrent. Autodidacte? Elle a cité Mastro Buono? Sandra esquissa un sourire discret, sentant pour la première fois une lueur d'espoir. Après la pause, l'atmosphère avait changé. Apex avait renforcé son équipe avec Richard Harmon, un avocat senior à l'allure imposante. Le juge Stanford, plus attentif, aborda la clause d'arbitrage du contrat. « Pourquoi sommes-nous ici et non en arbitrage, mademoiselle Thompson ?» Sandra répondit avec aplomb, citant une communication d'Apex qui, selon Howard contre Ferrell Gas Partners, annulait la clause d'arbitrage. Elle ajouta que la clause était inapplicable sous la doctrine de l'iniquité, AT&T Mobility contre Conception, car elle exigeait un arbitrage à Phoenix, un fardeau déraisonnable pour une résidente de Virginie. Harmon contesta, mais Sandra répliqua, citant Chavaria contre Ralph's Grocery et Nguyen contre Malekpour. Le juge, intrigué, testa ses limites. « Connaissez-vous Selden contre Airbnb 2016 ?» Sandra, honnête, admit son ignorance mais relia le sujet à d'autres cas pertinents. Le juge, impressionné, proposa une médiation. En aparté, il l'invita dans son bureau. Dans son bureau lambrissé, Stanford l'interrogea sur son parcours. Apprenant ses sacrifices, il lui tendit une carte. « Contactez la doyenne de Virginia State pour la bourse Stanford Justice. Le droit a besoin de talents comme vous. » 3 jours plus tard, la médiation aboutit. Apex abandonna les pénalités, réduisant la dette de Sandra à 350 $. Lisa Chen, une avocate d'Apex, lui offrit sa carte, l'encourageant à postuler chez eux après son diplôme. Ce soir-là, Sandra remplit sa candidature pour l'école de droit. J'aime, fier, lu, bourse Stanford Justice, ça sonne important. Ça l'est, répondit Sandra, pensant au juge qui avait changé sa vie. 1 an plus tard, Sandra brillait à Virginia State. Lors d'un concours de plaidoirie, elle apprit que Stanford présiderait. Il vient rarement, nota un professeur. Sandra sourit. Elle savait pourquoi. Dans un monde prompt à juger sur les apparences, le génie se cache souvent en pleine lumière. L'histoire de Sandra nous rappelle que la persévérance et le savoir triomphent des obstacles. Avez-vous été sous-estimé? Partagez vos expériences ci-dessous. Et si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour d'autres récits de courage. D'où regardez-vous aujourd'hui?